Sur ton chemin, si tu rencontres un enfant qui pleure, arrête-toi et demande de lui ce qui ne va pas. Car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fred Sainté, chantons pour les cœurs brisés et donnons de l'espoir aux orphelins du monde. Équiper des individus, des organisations ou des entreprises pour booster leurs performances stratégiques et commerciales en vue d'un meilleur rendement, tel est le créneau de notre invité de ce numéro de Bonne Gouvernance. Originaire de la République démocratique du Congo, Paul-Martin Mutanda, la quarantaine révolue, est directeur général du cabinet conseil Systémage, consultant business, management et leadership, diplômé de l'Institut de management et de développement de Suisse, 3 fois champion du monde poids lourd des arts martiaux, auteur du livre Stratégie à la hauteur du champion paru en 2008, est notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de votre plateforme par excellence qui met l'expertise africaine au cœur du développement. Vous êtes une bonne gouvernance, c'est la vitrine des Africains qui se démarquent et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce soir en direct de la RDC, République démocratique du Congo, c'est situé au centre de l'Afrique, Monsieur Paul-Martin Mutanda. J'ai envie de dire comme à Lubumbashi, Mbote. Mbote Nayo, M. Giscard. Vous allez bien? Très, très bien. Merci. Merci pour votre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation, car nous sommes conscients de la lourdeur de votre agenda qui ne vous favorise toujours pas de consacrer 1 heure de votre temps à discuter avec nous et nous en sommes très heureux. Merci encore. Non, je pense que c'est moi qui vous remercie. Vous savez, comme on dit, le temps est relatif, mais surtout l'occupation aussi, hein, en fonction des valeurs qu'on défend. Lorsque nous sommes en face des valeurs que nous défendons, en cohérence, en connexion, je pense que le temps n'est pas vraiment un véritable problème. Au contraire, nous prenons ce temps-là et nous décidons de prendre cette direction-là pour ne pas être éparpillés par d'autres choses. Alors, nous ne saurons démarrer cette émission sans avoir une pensée profonde pour toutes ces populations de l'Est de la République démocratique du Congo, qui depuis de nombreuses années, sont sous l'emprise de cette milice du M23 qui fait perdre le sommeil à ces pauvres populations. Nous sommes de tout cœur avec ces victimes. Et aujourd'hui que le pape François est en séjour en République démocratique du Congo, et occasion pour lui d'ailleurs de lancer un message très fort qui a été fortement relayé, interpellant notamment la communauté internationale à ne plus se servir de la RDC comme une mine à exploiter. Quel est votre commentaire là-dessus en tant que Congolais, Monsieur Mutanda? En tant que Congolais, c'est une forme d'approche de sensibilisation. Hein. Nous pouvons toujours sensibiliser, mais l'idée ici, c'est de pouvoir à mettre les moyens sur le terrain et aussi à mobiliser les bonnes ressources, les bonnes personnes ou les bonnes organisations à réellement agir. Parce que nous pouvons toujours effectivement sensibiliser, disons voilà, c'est ça, faites ceci comme une publicité. L'idée, c'est que vraiment, concrètement, comment est-ce que nous allons faire? Moi, Pape, qu'est-ce que je fais concrètement pour pouvoir contribuer justement à ce fait? D'autant plus que cela dure depuis quelques années, on peut dire plus de 25 ans. Qu'est-ce que je fais pour ma part à agir en sachant que j'ai un pouvoir sur ce qui se passe dans le monde? Voilà, ça c'est entre autres. Donc c'est déjà une action de sensibiliser, d'être présent, de pouvoir mobiliser et faire remonter un peu la conscience. Et le reste, ce serait vraiment de dire comment sur le terrain, nous allons pouvoir mettre ça en œuvre. Et voilà mon avis, et c'est la question qui reste encore pour l'instant en suspens pour dire c'est très bien, c'est gloire à Dieu. Maintenant, que faisons-nous pour pouvoir intervenir réellement et mobiliser ce qu'il faut comme ressources sur le terrain pour changer les choses? Est-ce que vous êtes de la catégorie de ceux qui pensent qu'il y a trop de discours et peu d'action autour de la lutte contre cette criminalité d'un autre genre? Je suis de ce genre-là qui disent qu'il y a trop de discours. Pourquoi? Parce que même moi-même, je suis tombé dans ce piège de beaucoup parler en pensant que les gens allaient comprendre d'eux-mêmes. L'idée ici, c'est de faire comprendre, passer l'information, mais surtout de faire passer un message. Lorsque le message a passé, nous pourrons maintenant voir les gens réagir.
Parce que dans la communication, comme vous le savez, nous avons plutôt besoin, non seulement il y a des informations que nous pouvons transmettre, que nous connaissons, mais nous avons besoin de passer un message qui va nous mobiliser les individus à avoir certaines attitudes. Donc, nous avons, où nous pêchons, moi le premier, où nous pêchons, c'est que nous n'arrivons pas à transmettre le véritable message. Nous faisons beaucoup de propagande, nous faisons beaucoup de transmission d'informations, nous faisons beaucoup de bruit, nous parlons beaucoup, nous sommes intelligents, mais le message ne passe pas parce que le but du message, c'est de pousser l'autre en face à réagir selon les attentes justement de l'organisation du pays ou de la personne qui est en train d'émettre son message. Merci vivement que la paix retrouve cette partie du Congo afin que cette population retrouve la sérénité de leur vie pour vaquer tout librement à leurs occupations quotidiennes. Une pensée profonde pour toutes les victimes et leurs familles rescapées. Voilà. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Monsieur Mutanda, on a essayé tant bien que mal de vous présenter un peu succinctement, brièvement. Si cette question est presque rituelle dans cette émission, si on vous donnait la possibilité de vous définir, quel mot utiliserez-vous pour parler de votre personne? Bon, peut-être la première des choses, une correction. Bon, je n'ai pas la quarantaine révolue, j'ai la cinquantaine révolue. Ah ouais. Je vais avoir 57 ans cette année, au mois de juillet. Magnifique, ouais. Donc, pour une correction, c'est qu'effectivement, depuis, j'ai toujours fonctionné comme un arbitre, mais je suis d'abord serviteur de Dieu, donc je suis vraiment acteur au niveau de l'action de l'esprit. Je suis aussi, quelque part, on peut dire, arbitre pour la nation ou pour l'humanité, hein, histoire de savoir qu'est-ce qui serait bon pour l'humanité. Et surtout, évidemment, je suis au service du pays et de la nation, entre autres au service de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, du coup, je me positionne comme le facilitateur. Et c'est comme ça que je pourrais me définir. En tant qu'arbitre facilitateur, je suis l'account manager pour m'assurer que dans tout ce que nous sommes en train de faire dans le pays, dans nos entreprises, nous sommes en train de parler aux bons fournisseurs de ressources pour que le client que nous sommes, la RDC, puisse desservir au mieux les ressources pour la nation. Voilà comment je peux me définir aujourd'hui. Et ce qui fait qu'en tant que manager, je me définis plus comme un key account manager en termes de rôle que je joue aujourd'hui ou que je vais encore plus ou mieux jouer les prochaines années. Alors, à 50 ans, on est dans cette tranche d'âge transitoire entre la jeunesse et la vieillesse, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, étant au service, vous l'avez dit, du président Antoine Félix Tshisekedi, 4 ans après, quel regard portez-vous sur cette mandature en tant que citoyen, en tant que collaborateur et bien évidemment en tant que ce jeune entrepreneur-là? Alors, ces 4 ans de bilan, vous pouvez vous rendre compte déjà de l'importance de son rôle au niveau du taux, comme on dit, au niveau du pays, qui a relevé le budget du pays, vraiment qui a redressé le PIB. Et puis, nous sommes passés du simple au triple, quadruple pour pouvoir sécuriser déjà la valeur du pays d'un côté. Et puis, nous voyons beaucoup de restauration du pays. Nous sommes en train de voir aussi, d'observer aussi beaucoup de réorganisation, de fonctionnement, shaking, comme on dit, le système, pour justement sortir de ce piège du système dans lequel nous sommes encore, qui a été régi depuis des années et qui, pour changer, doit être quelque part bloqué. L'idée, au lieu de bloquer tout le système, c'est de commencer à changer les mentalités. Et donc, là, je vois beaucoup de travaux que le président a réalisés, je vois beaucoup d'œuvres qui sont en train de continuer à être réalisées, et je vois les plans qui sont en train de se mettre en place. Et on peut voir aujourd'hui les changements au fur et à mesure qui chamboulent aussi la pensée des compatriotes. Voilà, donc, en gros termes, le président a su relever le pays visible, positionnant, déterminé, et donc du coup prêt à pouvoir s'engager pour aller bâtir le pays vraiment ensemble pour le bien-être du Congolais en général et de l'Afrique aussi. Est-ce qu'un avenir plus radieux de la République démocratique du Congo serait possible avec Antoine Tshisekedi? Alors je peux vous dire c'est une certitude.
Je ne vais pas en dire beaucoup, mais c'est une certitude. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est de commencer à mettre les fondations, les fondements pour que les autres qui peuvent encore aller plus loin le fassent. Mais ici, aujourd'hui, c'est nous tous. En tout cas, j'invite nous tous, je nous invite à pouvoir contribuer à ça parce que nous sommes vraiment sur une phase de charnière du pays où tout le monde doit contribuer à la vision du chef de l'État. Et donc, nous avons besoin que tout le monde soit mobilisé. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Au-delà des aspects partis politiques, au-delà des effets personnels ou bien des situations personnelles, nous avons chacun, aujourd'hui, c'est une opportunité pour pouvoir contribuer à ça. Donc, je peux dire que l'avenir du pays, en tout cas en termes positifs, est certain. Alors, ce n'est pas notre sujet du jour. Parlons de vous à présent, Monsieur Moutanda. Dites-nous, quel est le petit garçon? Parlez-nous, revenons un tout petit peu en arrière et parlons un peu du petit garçon que vous étiez il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez évolué pour devenir cette personnalité à la fois socio-économique et entrepreneuriale pour l'Afrique? Je ne sais pas vous toucher à un point, je ne savais pas qu'on allait repartir au petit garçon il y a en 1965, qui est né dans une famille, en tout cas tranquille, où les parents étaient dans l'amour des enfants, mais surtout dans l'amour de la nation et surtout dans la préoccupation que tout le monde autour soit dans le bien, hein, dans le bon et le bien-être de tous. Malheureusement, le petit garçon qui était un peu fier de ses parents, de son père, de sa maman, a souffert un petit peu quand même de cette trop grande, comme on dit, largesse, n'est-ce pas, des parents, où vous pouvez imaginer l'aîné qu'il est, qui cherche aussi à se positionner, à vivre sa vie, etc., se sentait un peu frustré parce que, évidemment, il n'y en avait pas que pour lui, il y en avait pour tout le monde. Et donc, du coup, les ressources, les besoins à satisfaire étaient aussi pas forcément, comment dire, larges, c'était divisé, partagé, il fallait partager. Donc, la frustration de l'enfant face à deux fois à des limitations, etc., l'ont poussé à dire, OK, je vais aller me renforcer. De toute façon, si je ne me renforce pas, je risque d'être aussi sensible et souffrir quelque part, n'est-ce pas, de cette largesse, mais qui, pour moi, était trop, parce qu'évidemment, nous avions l'impression qu'il n'y en avait que pour les autres autour, dans le monde entier autour, mais pas à la maison, parce que nous étions en train de subir, évidemment, une certaine éducation pour être capable de nous débrouiller tout seul. Là, maintenant, on comprend ça. Mais en ce temps-là, le petit enfant de 9 ans a commencé à vouloir pratiquer les arts martiaux parce qu'il avait un modèle de Bruce Lee qui s'est débrouillé tout seul dans la rue, hein, qui s'est démerdé pour arriver à s'en sortir, peu importe, mais avec son corps, ses bras, ses mains, pour être non seulement fort, mais aussi atteindre ses objectifs de manière générale. Et j'ai eu la grâce d'être accompagné par un de mes oncles dans le karaté, et j'ai eu un maître, d'autre Teddy, qui est un des grands professeurs qui m'a appris les arts martiaux dans son concept, qui est de dire, voilà, les arts martiaux, c'est un art pour apprendre à se maîtriser, donc la maîtrise de soi, la maîtrise de l'adversaire et la maîtrise de l'agresseur. Quand on parle de la maîtrise de soi, nous sommes en train de parler de nos émotions, de nos besoins, de nos désirs, de contrôler en fait quelque part ce qui peut nous dépasser ou qui peut nous faire sortir de nous-mêmes. Et lorsqu'on parle de la maîtrise de l'adversaire, c'est que nous sommes dans un contexte de jeu, de compétition, etc. Savoir quelles sont les règles en place et pouvoir mieux utiliser les règles pour gagner, même si on n'est pas très très fort comparé à l'autre, mais on utilise les règles pour gagner. Donc, c'est des aspects stratégiques. C'est là où j'ai vraiment appris comment utiliser des stratégies et comment être un peu plus stratège que je pouvais l'être. Et officiellement, l'agresseur qui est finalement quand on est agressé psychologiquement, spirituellement, ça c'est une notion pour savoir effectivement il y a des positions à prendre, il y a des attitudes à adopter quand on se sent attaqué, agressé. Et pour pouvoir maîtriser ces trois aspects, j'ai pratiqué les arts martiaux. Et ce qui a fait que très très vite, à 14 ans, j'étais déjà à Kinshasa ici, j'étais déjà un champion à Kinshasa avec une petite ceinture verte déjà dans ma catégorie à 14 ans. Et très vite, j'ai été champion de Kinshasa. Et puis finalement, au niveau de l'Afrique, sélectionné avec quelques autres pratiquant. Donc, j'étais le meilleur pendant plusieurs années, en tout cas à Kinshasa, dans les arts martiaux, et qui m'a aussi forgé quelque part cet aspect de compétition, de compétitivité, pour m'assurer que, voilà, qu'on n'est jamais arrivé. Et donc, cette mentalité, en allant en Europe pour mes études, en Suisse plus précisément, ben, j'ai appris quelque part à utiliser justement cet aspect de la détermination pour se dire toujours qu'on n'est jamais arrivé. Et comme on n'est jamais arrivé, il y a toujours à faire. Bon, un des côtés négatifs, c'est qu'on ne célèbre pas ses victoires, pas forcément, on ne célèbre pas forcément ses réussites. Et quelquefois, on ne les voit même pas parce que ce n'est pas le plus important de réussir, c'est plutôt de
jusqu'où je peux aller parce que je ne serai jamais satisfait de ce que je suis en train de faire. Et donc, c'est un peu la mentalité qui m'a forgé, qui m'a conduit justement à arriver au fur et à mesure à fonctionner dans les formations, à faire mes formations internationales, à faire mes activités en créant mes entreprises en Suisse, en développant des activités vraiment non seulement commerciales, mais aussi connaître l'humain. Et je suis reparti et dans mes formations en tant qu'analyste programmeur, ce parcours-là m'a permis d'être vraiment un bon analyste. Et ce qui fait que c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de créer le livre, parce que le livre que j'ai écrit est un ouvrage très technique, mais vraiment adressé aux cadres et aux gestionnaires de projet, en tout cas aux responsables d'équipe. Mais c'est cette manière de procéder comme une forme d'informaticien pour indexer les aspects, les stratégies, n'est-ce pas, pour arriver, parce que c'est la stratégie à la hauteur du champion, parce que c'est grâce à un combat très difficile, après avoir eu à gagner 2 titres, que j'ai été face à un Azerbaïdjan, comme on dit dans ce temps-là, qui avait une tête de plus que moi, très très fort, face à qui je n'avais aucune chance. Ça, je peux vous dire. Je n'avais aucune chance de le battre. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de m'approcher, j'étais confronté à un mur. Donc, dans mes combats, je n'ai jamais vraiment été un bagarreur. J'ai plutôt été un stratège pour gagner avec des règles. Pas forcément vouloir casser la tête ou frapper, etc. Mais évidemment, en face de moi, j'avais des bulldozers qui étaient prêts à écraser ceux qui étaient devant. Mais dans l'intelligence que Dieu m'a donnée, j'ai pu m'en sortir très facilement en utilisant mon intelligence et mes stratégies pour gagner. Mais celui-là, j'étais sûr que je perdais. Alors, ce qui s'est passé, c'était impressionnant quand je faisais ce combat-là. Ça, c'était pour mon 3e titre. Vraiment, je pense encore, d'ailleurs, c'est ce que j'ai aussi pu mettre dans mon livre, dans mon ouvrage, comme l'approche que j'ai vécue quand j'ai pu comprendre et expliquer ça. Donc, je me suis rendu compte que je perdais le combat. Donc, dans mon esprit, c'était fini. Parce que le monsieur, on voyait qu'il était déterminé, il ne bronchait pas, il était 2 fois plus que moi, il était grand, une ou 2 têtes de plus que moi, et donc je n'avais aucune chance. Tout ça dans la catégorie poids lourd. J'avais déjà 102 kilos quand je combattais, mais lui, il en avait 115 ou bien quelque chose, mais très, 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 très fort et très technique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, advienne que pourra. L'opportunité que j'ai eue de pouvoir avancer, c'est que je dis que je perde ou je gagne, je vais mourir ici. Je suis prêt à mourir, donc j'y vais, que je perde ou je gagne. Donc, je suis allé en fermant les yeux pour avancer et j'ai eu comme une forme de révélation. Donc, j'ai vu les jambes, quand j'ai fermé les yeux en ouvrant les yeux rapidement, ça s'est passé en quelques secondes, fermer les yeux, aller pour foncer, je vois les jambes. Je dis, OK, je donne un coup de pied dans les jambes, la personne a baissé un peu sa taille, je donne un coup de poing au niveau des côtes, il s'est penché un peu et je donnais un coup de poing à la tête et directement la personne est tombée. Ouais. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Parce que c'était comme une forme de révélation. Et j'ai vu que la personne s'est relevée, parce qu'évidemment, il était très fort, c'est pas ça qui allait le mettre KO. Et devinez ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose. Je n'ai pas voulu réinventer la roue. Ça a marché une fois, il est tombé, je refais la même chose. Mais cette fois, je vais à fond. Jambes, côte, tête. Il est resté au sol et je suis devenu 3 fois champion du monde, la 3e championne du monde. C'est pour dire que ce que j'ai compris, c'est que dans la vie, il ne faut jamais lâcher, mais surtout, il faut être prêt à changer de perspective, mais surtout à lâcher prise. Parce que quand on ne lâche pas prise, on est prisonnier dans un fonctionnement qui nous bloque. C'est ce qui fait aussi que dans le pays, aujourd'hui, j'utilise ces stratégies pour m'assurer quand même que nous avons face à nous, l'individu, c'est l'homme, comme on sait que c'est l'homme qui est le facteur déterminant dans toute chose, ben c'est l'homme qui va changer la chose, qui va changer les choses dans ce pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il sache être résilient, qu'il sache comment changer de perspective par rapport à la situation dans laquelle il vit, comment est-ce qu'il peut mieux orienter sa vision pour s'assurer, même face à Goliath, ben, il sera toujours vainqueur. Voilà mon passé de pratiquant d'arts martiaux, ce qui a fait qu'aujourd'hui, bon, j'utilise beaucoup ces stratégies et j'aide beaucoup l'individu au-delà des aspects managériels, leadership et développement d'affaires, dans ce que j'ai pu construire quelque part comme carrière. Je ne veux pas vraiment de l'homme, hein, parce que c'est vrai que je suis basé sur l'homme. Aujourd'hui, en fait, je me dis toujours que je n'ai pas réalisé grand-chose réellement, mais j'ai pu contribuer à bâtir les hommes. Et je veux partir même de la Suisse, où quand un de nos grands horlogers, Jean-Claude Biver, qui était vraiment au plus mal, qui est les montres Omega, si vous vous rappelez, qui était au plus mal et qui a eu besoin d'un coach en ce moment-là et que j'ai pu être là par la grâce de Dieu et j'ai pu le rebooster, remonter. Aujourd'hui, malgré son âge, il est toujours
guerrier, il est toujours en train de fabriquer, il est toujours aussi passionné qu'il était. C'est pas moi qui ai poussé sa passion, mais il a pu récupérer cette énergie pour continuer à être passionné, à continuer à créer des œuvres magnifiques aujourd'hui qu'on voit au niveau de l'horlogerie. Aujourd'hui, avec les cadres que j'ai pu coacher, aujourd'hui même en RDC, ceux qui sont maintenant aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont dans la présidence, qui sont dans les entreprises, d'autres qui sont un peu à l'étranger, qui témoignent effectivement de ce que Dieu a pu faire au travers de moi pour leur vie. Donc, du coup, c'est vraiment pour ma part la chose la plus importante, c'est bâtir l'homme, que l'homme arrive à se construire afin qu'il sache qu'il arrive à mieux construire son environnement, à construire sa famille, à construire sa nation, à construire son pays, justement pour le bien-être de tout le monde autour. Voilà, en gros, rapidement, sans trop la parole. Un parcours très, très passionnant, ça c'est vrai, et qui vient d'ailleurs répondre à un certain nombre de questions. On aurait bien voulu vous demander quel a été l'impact de votre enfance sur l'adulte, de façon significative sur l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Peut-être en quelques secondes. C'est vrai que vous avez presque dit. Oui, je l'ai presque dit. En fait, mais c'est surtout le fait que, comment je peux expliquer ça? Vous savez, l'insatisfaction que j'ai pu, on peut dire, forger en tant que jeune pour pouvoir maintenant mettre en place une stratégie pour me permettre de me renforcer a été comme une forme de dire que je dois toujours trouver ma place. Et que là où j'étais pas bien, je dois trouver ma place. Donc, j'ai été emmené à toujours trouver ma place. Et même quand j'étais déjà champion, j'étais premier champion du monde, deuxième fois champion du monde. Ce n'est pas que j'étais ambitieux en voulant être toujours champion du monde, mais je me disais que je n'étais pas satisfait du tout. Et que de toute façon, ça, c'est rien parce que ce n'est pas tout seul que j'arrive à réaliser ça, mais qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? Donc, ce qui fait que je ne célébrais pas mes victoires, j'allais plutôt foncer pour dire « next ». C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Donc, cet aspect-là a forgé l'homme que je suis effectivement pour dire, OK, j'ai réalisé ça, mais bon, ce n'est pas le plus important, c'est réalisé, c'est fait. D'autres peuvent en bénéficier, OK, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et donc, ce qui fait que dans mon parcours, si Dieu m'a donné cette énergie, ça a forgé, que c'est devenu comme une forme de fonctionnement qui me dit, OK, j'ai fait ça, c'est bon, c'est quoi la suite? Si j'ai besoin de ce que j'ai réalisé aujourd'hui pour la suite, tant mieux. Si je n'en ai pas besoin, j'essaie de créer une suite qui me permette vraiment de pouvoir contribuer à l'humain, à l'humanité, ou bien sûr à mon organisation, à la famille ou à la communauté. Voilà. Alors, Monsieur Moutanda, la destination, très souvent, il y a quelque chose qui nous intrigue un tout petit peu dans cette histoire. La destination très connue des jeunes Congolais est souvent la Belgique ou la France. Pourquoi le choix de la Suisse? Oh, je pense qu'à mon âge, quand j'ai fini, je suis un ancien de Malula. Quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme d'État. L'idée, c'était d'abord d'être à la maison. Et après, je suis allé, j'ai fait un tour à la maison à Abidjan. Et puis finalement, sans les parents qui m'ont plus convaincu, parce que mon idée à moi, c'était de pouvoir aller aux États-Unis, parce que j'avais une forme de carrière, en termes de carrière, sportive, mais aussi, surtout, business dans la mentalité de l'Américain, qui est vraiment les aspects de créer des empires, développer avec cette liberté de créativité, mais orienté vers la Suisse par mes parents, spécialement par ma maman, parce qu'en ce moment-là, elle se disait que j'avais trop d'énergie et qu'il fallait que je sois en Suisse pour pouvoir canaliser, comme on dit, mon énergie, parce qu'en Suisse, effectivement, c'est des règles bien tracées, l'heure c'est l'heure, un environnement sécurisé, parce qu'évidemment, elle craignait, enfin, elle voulait préserver la santé ou la sécurité de son fils. Donc, c'est ce qui a fait que j'étais en Suisse. Par la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser ce que j'ai pu réaliser. Évidemment, souvent, on se dit, mais si j'avais été aux États-Unis, ce serait été différent. Mais bon, comme on dit, on fait avec ce que Dieu nous a donné et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Alors, parlez-nous à présent de votre transition de sportif, 3 fois champion du monde, au coaching entrepreneurial et leadership. Comment ça se fait? Alors, j'ai été 3 fois champion du monde, mais en fait, il faut bien rappeler que quand j'étais en Suisse, il fallait que je me débrouille en réalité tout seul dans ce monde sportif.
Je n'avais pas forcément l'appui du pays, parce que même quand je suis venu aller voir les ambassadeurs pour vous dire voilà, que voilà, j'ai été déjà champion, champion du monde, champion suisse, j'ai une forme de carrière, des ambitions d'être encore plusieurs fois champion du monde. Donc, le pays accompagnait-moi pour pouvoir aller. Bon, il n'y avait pas d'appui, parce que peut-être que je n'avais pas su convaincre en ce moment-là de l'importance et de la pertinence d'être accompagné, on peut le dire. Donc, ce qui fait que j'ai été très, très rapidement le favori, parce que j'ai été plusieurs fois champion suisse, plusieurs fois champion d'Europe, et ce qui fait que j'ai commencé à entraîner les équipes, et donc je suis devenu entraîneur de l'équipe suisse, coach de l'équipe suisse nationale. Et donc, je fais le parcours de l'équipe suisse, tous les parcours mondiaux, internationaux, etc., avec l'équipe suisse pendant 8 ans. Et ça m'a permis en fait de travailler, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'étais en même temps non seulement compétiteur, parce qu'il fallait que je garde ma position de compétiteur, mais j'ai été aussi en même temps juge, j'ai été coach de l'équipe suisse, j'ai été aussi en même temps président de la fédération, n'est-ce pas? Et puis évidemment officiel pour tout ce qui est organisation internationale. Donc, c'était beaucoup de casquettes. Vous imaginez que quand les compétiteurs se préparent pendant des semaines ou se préparent pendant toute une journée avant de monter sur le ring, pendant ce temps-là, moi, je suis en train de gérer les aspects administratifs, de gérer l'équipe, de les coacher, et puis de voir si mon rôle de juge n'est pas encore en train de venir, pour ensuite monter sur le ring quand on me dit c'est bientôt à vous 10 minutes avant. Donc c'est-à-dire que j'ai pu faire, comme on dit, m'adapter. J'ai développé une capacité d'adaptation, vraiment Dieu merci, qui m'a fait vraiment expérimenter de bonnes choses. C'est-à-dire que je peux m'adapter très, très vite et je peux mobiliser les ressources mentales, psychologiques ou voilà, mobiliser les bonnes ressources émotionnelles pour m'assurer d'atteindre l'objectif et surtout d'être à la hauteur de la compétition, bien du challenge que je vais devoir aborder ou affronter. Donc, ça m'a beaucoup permis réellement de pouvoir prendre en place, de gérer mon environnement pendant que je suis en train d'agir, pendant que je suis compétiteur, ce qui fait que même quand j'étais sur le ring, vous voyez, si je vous dis ça, c'est pour vous comprendre un peu comment est-ce qu'aujourd'hui je fonctionne, parce que quand je suis sur le ring, je ne voyais pas que l'adversaire. Je voyais aussi le public et je voyais aussi l'arbitre. Je voyais les juges. Donc, j'avais une vision globale, large des choses pour m'assurer ma position. Les mouvements que je ferai vont être vus. Et je vais donc aussi masquer les mouvements de l'adversaire pour qu'il y ait moins d'impact au niveau des juges, tourner, etc., pour m'assurer que celui qui a été le plus intelligent gagne. Et donc, c'est ça que j'ai pu faire. Donc, mais en contrôlant l'environnement, en veillant sur l'arbitre, en regardant de temps en temps l'arbitre au lieu de garder uniquement l'œil sur mon adversaire. Donc, c'est l'importance, ce qui m'a aujourd'hui emmené, l'importance d'observer l'environnement dans lequel on est. Même quand on est en confrontation, même quand on est en train d'agir, il faut être sûr que comment réagit l'environnement, comment réagissent les juges et les arbitres, ceux qui vont quelque part influencer, qui vont donner le feedback, comment est-ce qu'ils vont réagir pour tout individu, aussi bien entrepreneur ou homme politique ou bien homme de pouvoir, s'assurer que l'environnement est sous contrôle en termes de perception, savoir ce qui se passe. C'est ce qui a fait que ça a pu mobiliser le plus possible, enfin au maximum, le leadership en moi. Ouais. Parce que le leadership, en réalité, c'est la capacité de comprendre la situation autour de soi et dans laquelle on est pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, de prendre la bonne décision pour agir en emmenant maintenant ses capacités de management pour pouvoir changer. Tout en sachant que quand on travaille sur le leadership, nous sommes en train quelque part de vouloir transformer les choses. Donc, c'est ce qui fait que dans mon parcours, je n'étais pas quelqu'un qui était satisfait quand j'incrémentais. Je voulais changer le monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma manière de fonctionner, on ne peut pas garder le statu quo. Donc, je veux, et Dieu me fera grâce, changer notre nation, notre pays, mais surtout changer l'homme dans sa mentalité. Et Dieu fera grâce, nous allons y arriver. Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, dans mes entreprises, dans mes interactions, c'est vraiment de vouloir, pas espérer, mais vraiment changer le monde pour que tout individu soit réellement à sa place et que chacun fonctionne selon ce que Dieu a mis dans son cœur, mais surtout qu'il fonctionne selon son intelligence pour qu'ensuite, au fur et à mesure, que cette intelligence soit bien fournie, soit bien équipée pour atteindre assurément les objectifs. Voilà ce qui m'a influencé, ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai pu réaliser, les petites choses que j'ai pu réaliser, je m'insurge et je garde ma position
et j'aime être appelé coach parce que c'est ça mon rôle. Le fait d'être coach, d'être une personne ressource pour pouvoir permettre à une nation, une organisation, aux individus, aux communautés de pouvoir générer des valeurs, de pouvoir être capable d'apporter des ressources, et même en politique, pas la politique que nous voyons aujourd'hui, la politique qui est celle de créer de la richesse pour la nation, de pouvoir mieux administrer, pouvoir mieux sécuriser socialement son pays et surtout pouvoir mieux, comment dire, donner de la valeur à tout ce qui existe pour que ce soit, comme on dit, en création des valeurs et dans la chaîne d'acheminement, travailler à des aspects stratégiques et logistiques. Voilà un peu, en gros, comment est-ce que mon parcours m'a influencé jusqu'à présent dans mon fonctionnement quotidien. Merci, Monsieur Paul-Martin Moutamba. Nous venons de terminer le premier round de cette rencontre. Voilà. Merci d'être toujours avec nous. Le temps d'une courte pause, mesdames et messieurs, pour vous qui venez tout simplement de vous joindre à nous, installez-vous confortablement et sachez que vous écoutez Bonne Gouvernance de ce jour et nous avons le privilège de recevoir Monsieur Paul-Martin Moutamba, qui est un coach formateur, écrivain et qui a une large expérience dans le domaine sportif, administratif et entrepreneurial. Avec lui, nous essayons de décrypter pour comprendre et faire comprendre dans le cadre de la deuxième partie le rôle de l'engagement entrepreneurial des jeunes Africains dans la transformation de notre continent. On se retrouve juste derrière. Bonne Gouvernance, l'émission qui place l'expertise africaine au cœur du développement. De retour dans ce studio pour la deuxième partie de cet entretien avec Monsieur Paul-Martin Moutamba. J'espère que je me suis finalement bien retrouvé cette fois. Alors, Monsieur Paul-Martin, merci de rester toujours à notre compagnie. Et dans le cadre de cette deuxième partie, je voudrais qu'on démarre par cet ouvrage paru en 2008. Quelle déjà a été votre motivation? Pourquoi vouloir écrire et de quoi parlez-vous? Alors, la motivation pour moi, j'ai écrit quand j'ai réellement arrêté la compétition. C'est-à-dire que au niveau déjà à la quarantaine, c'était 2022, j'ai commencé vraiment à me rendre compte des aspects trop politisés du combat, du monde de combat, de compétition, ce qui fait que ceux qui gagnent ne sont pas forcément les meilleurs. Ça, il faut le dire, il y a beaucoup de politique. Et donc, ce qui fait que moi, dans mon fonctionnement idéaliste, quand je veux prouver que je peux gagner, je le fais de tout mon cœur, mais sans chichi, sans dopage, etc., pour dire qu'est-ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que j'ai pu me forger pour arriver à ça. Est-ce que je suis capable? Ce qui fait que tout mon parcours était de dire, je vais évaluer où j'en suis avec ma pratique, avec mon mental, avec tout ce que j'ai pu accumuler comme ressources, où j'en suis. Quand je suis face, évidemment, à la politique, aux gens qui veulent faire gagner certains pays, il faut dire aussi que dans la compétition, mais dans la fédération, j'étais pas très soutenu. Donc, quand vous voyez des pays qui viennent, les États-Unis qui viennent avec 300 athlètes, les Français 250 athlètes, les Russes 150 athlètes, voilà, les Français, je ne sais pas moi combien. Donc, et puis, quand on dit Paul-Martin qui vient tout seul là-bas avec 2-3 coachs derrière parce que financièrement, la fédération n'avait pas de quoi l'accompagner, donc avec les moyens qu'il avait. Vous voyez, donc je ne pesais pas vraiment lourd politiquement en tant que compétiteur. Donc, ce qui fait que je n'étais pas vraiment favorisé au-delà de ce que je pouvais faire. Donc, j'ai dû travailler doublement, triplement pour faire la différence pour devenir champion du monde. J'ai dû trimer pour arriver à ça parce qu'on ne voulait pas me faire gagner parce que politiquement, ce n'était pas correct. Mais Dieu a fait grâce que j'ai pu quand même y arriver. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Donc, pour dire finalement que dans ce parcours, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai gardé quelque part cette mentalité, mais qui m'a fait que l'arrêt a été un peu une forme de dépression. Vous voyez, donc quand on arrête la compétition, on est un peu dépressif. Mais pendant que je faisais la compétition, j'étais toujours coach. Je coachais beaucoup de pays en ce moment-là. En Europe, je voyageais. J'étais en train toujours d'entraîner les gens, de leur montrer les stratégies, parce qu'ils avaient vu évidemment de quoi j'étais capable. Donc, j'étais beaucoup invité, beaucoup sollicité pour aider les jeunes, les équipes, les coachs internationaux, etc. Donc, en arrêtant la compétition, je continuais à le faire, mais ce n'était plus dans la même dimension. Ce qui fait que c'est ce qui m'a poussé en fait à écrire le livre qui, au départ, le titre était « La stratégie à la hauteur de votre évolution ». Ouais. C'était le but de titre avant.
Et puis, ayant mis par mon expérience tout mon parcours en titre d'exemple pour illustrer les aspects vraiment psychologiques, les aspects pragmatiques pour le fonctionnement, même les aspects commerciaux, quand j'essaie de voir une dimension de passer d'un point A à un point B, ben, finalement, je me suis résolu à appeler le livre « La stratégie à la hauteur du champion », qui parle en réalité de comment est-ce qu'on peut projeter les choses pour pouvoir projeter les bonnes choses et s'assurer d'avoir au moins 50% de résultats. C'est-à-dire comment on se met, comment on se positionne pour atteindre un objectif. Parce que pour atteindre un objectif, on ne peut pas avoir la tête dans le guidon. Il faut pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur n'est-ce pas, pour pouvoir mieux voir la situation, de sorte que nous puissions mieux cibler. Même dans les arts martiaux, quand on a sa cible, on doit pouvoir prendre ce recul pour savoir quel est le point faible ou le point à attaquer, hein, comme on dit, le point focal. Donc, c'est cet aspect-là de prise de hauteur et de recul qui a fait qui parle en réalité de ce livre-là, mais comment prise de hauteur, de recul, avec des stratégies, des tactiques que j'ai mis dans le livre pour dire comment vous allez arriver à prendre du recul, de la hauteur dans le management, face à votre équipe, etc. Voilà le contenu du livre, qui est un livre assez technique, mais qui permet à chacun de savoir comment prendre la hauteur et la distance face à une situation entrepreneuriale, personnelle, familiale ou communautaire. Voilà, justement, puisque vous en parlez, je vous renvoie tout de suite la question. Comment mobiliser notre intelligence pour atteindre nos objectifs entrepreneuriaux? Comment mobiliser notre intelligence? C'est-à-dire, mobiliser notre intelligence veut dire mobiliser les ressources et les valeurs que nous défendons. Alors, pour cela, il est important, il est même vital de les identifier. Ça fait partie d'une partie, on dit, quand nous devons identifier nos valeurs, nous avons identifié qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pour savoir quelles sont les valeurs qui se mettent en lumière. Alors, pour mobiliser toute chose, un individu, une équipe, une communauté, vous avez intérêt à mettre en lumière toutes leurs valeurs, qui défendent naturellement, il y en a qui défendent, mais sans le savoir, mettre ça en lumière, et ensuite, trouver le moyen de pouvoir les communiquer. Donc, on les aide à parler, à communiquer et à faire passer un message lié à leurs valeurs. Donc, pour mobiliser, sensibiliser l'homme à tout point de vue, c'est identifier d'abord les valeurs qu'il défend, de sorte qu'on lui montre, il saura il saura quel type de relation établir avec les autres, il saura quelle personne avec qui établir ces relations, et il saura automatiquement quel type de message transmettre, parce que ce sont les valeurs qui correspondent aux personnes, au type de relation et l'environnement dans lequel ils sont. Donc, c'est-à-dire que ça facilite la communication. Et c'est là, quand on parle de mobilisation, c'est parce qu'on a su faire passer un message. Comme dans la vente, la force de vente, c'est savoir faire passer non seulement comment nous fonctionnons, mais ce que le produit ou le service va apporter à l'autre. Et c'est ça l'aspect communication. Donc, quand on communique cela, nous savons que l'autre va adhérer, va être persuadé d'utiliser le message, le produit ou le service proposé parce que nous avons su toucher sa valeur et donc ces valeurs se retrouvent dans notre approche et donc ils se sont concernés. Quand ils se sont concernés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir mobiliser et on doit l'aider à mobiliser ses ressources. Donc, c'est ce qui fait qu'on passe dans la phase du changement. Pour mobiliser, il faut gérer le changement, c'est-à-dire motiver, parce que motiver, c'est pas dire motivez-vous, on vous motive, mais en fait, on identifie la valeur et puis on bouscule par rapport à ces valeurs-là naturellement, parce que comme on dit, hein, l'homme fonctionne selon les émotions, n'est-ce pas? Et c'est comme c'est aux émotions que l'homme agit, mais ces émotions-là viennent des pensées hein, qu'il adopte, qu'il a quotidiennement, mais ces pensées sont soutenues par les croyances qu'il a. Donc, ce sont ces croyances-là qui le bougent en pensée et qui provoquent ces émotions pour avoir certains résultats au quotidien. Donc, ce qui fait que dans ses actions, il va pouvoir mobiliser les bonnes ressources. C'est ce qui fait qu'on parle vraiment de dire, identifier la bonne personne à la bonne place, mais la bonne ressource. On a beaucoup de ressources dont nous ne savons même pas l'utilité, mais nous avons aussi beaucoup d'informations, nous ne savons pas comment les utiliser. Ici, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser la bonne ressource. Pas besoin d'avoir 100%, peut-être 20% suffiront à obtenir les 80% des résultats. Voilà cet aspect de sensibilisation, de mobilisation pour s'assurer que l'individu va marcher, va fonctionner de manière naturelle, autonome, organique, vers le changement qui est notre destination, parce que vous savez que le changement est permanent. Hein. Donc, du coup, nous cherchons tous les jours à atteindre nos objectifs. Donc, c'est un changement qu'il faut accepter. Donc, quand on accepte ce changement-là, c'est parce qu'on veut atteindre l'objectif et changer de situation ou de statut. Donc, mais pour changer, on est obligé de passer par ces quatre phases, qui est donc d'abord motivation, communication, mobilisation de ressources, avant de passer à
contournement des obstacles ou briser les obstacles ou décaler les obstacles parce que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Voilà un peu les phases. C'est alors, cette émission, c'est tout un cours de motivation et de leadership, Monsieur Mutanda. Alors, dites-nous, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat des jeunes Africains? L'entrepreneuriat des jeunes Africains, en tout cas, est assez biaisé. À cause de quoi? À cause du fait que nous adoptons un système économique ou bien un système d'enrichissement, un système d'entrepreneuriat qui ne correspond pas à l'Africain en général, mais nous sommes obligés de l'adopter à cause de relations que nous avons avec l'international. Ce qui fait que nous sommes quelque part biaisés parce que l'international a déjà un fonctionnement naturel, qui est un fonctionnement de prédilection, que l'Africain n'a pas encore. Et quand nous voyons le contexte, des choses, on a la corruption partout, mais en fait, le fonctionnement, les normes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que l'Africain sera toujours dans ce contexte-là biaisé. Pourquoi? Parce que quand on va au niveau international, en Europe, nous avons la manière de fonctionner structurée qui permet de préserver le système. Or, en Afrique ou en RDC en général, le système ne fonctionne pas de la même manière. Ici, le système, c'est au plus offrant, à celui qui connaît la personne, celui qui va déterminer justement atteindre l'objectif. Donc, c'est ce qui fait que toutes les stratégies que l'Européen met en place pour atteindre ses objectifs ne fonctionnent pas pour l'Africain. Donc, et c'est pour ça que je rappelle toujours à la jeunesse, repartez un peu aux fondamentaux. L'entrepreneuriat n'est pas, comme on parle, un emploi. Ce n'est pas quelque chose pour faire des activités. Ce n'est pas une activité. L'entrepreneuriat est en fait une action, une philosophie pour répondre à un besoin. Comment? Parce que nous devons toujours penser que entreprendre, c'est prendre quelque chose entre deux. C'est un mot composé. Prendre, entreprendre. Entreprendre, prendre entre quoi? Qui prend quoi entre deux? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je prends? Mais quand nous identifions ce que l'autre va prendre, nous commençons à comprendre l'entreprise que nous voulons créer. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en train de faire une activité qui ne nous correspond pas, nous ne serons jamais bien livrés, le livrable attendu par l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de nous identifier, savoir comment nous fonctionnons. Donc, l'entreprise pour le jeune Africain, l'entrepreneuriat pour le jeune Africain doit partir de lui, savoir comment est-ce qu'il livre, comment est-ce qu'il délivre naturellement, quand il est inscrit dans la durée. Ainsi, dans la durée, malgré le système dans lequel nous sommes, qui n'est pas un système qui favorise l'entreprise, l'entrepreneuriat, ça vous pourrez le dire, la personne va toujours trouver de manière résiliente les solutions parce qu'il s'est engagé comme son fonctionnement personnel. C'est ce qui fait que ça nous ramène réellement vraiment à identifier qui nous sommes, comment nous fonctionnons, de sorte que la vision que nous avons puisse être mise en œuvre avec des opérations quotidiennes et assurer les résultats. Mais quels résultats? Il y en a qui cherchent les résultats financiers, d'autres qui cherchent les résultats partenariales, d'autres qui cherchent les résultats communautaires. Mais il est important aussi d'identifier le bon objectif pour soi. Donc, jeune entrepreneur, a intérêt à savoir comment est-ce qu'il livre naturellement sans penser à l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il prend entre deux au quotidien pour savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer et à quoi il va répondre comme besoin. Et ensuite, maintenant, commencer à travailler autour de son environnement pour savoir concrètement comment je peux m'inscrire dans la durée au fur et à mesure que j'avance pour rester résilient, mais créer de la valeur autour. Ce qui fait que nous allons parler des aspects stratégiques, nous allons parler des aspects logistiques, parce que nous savons évidemment que pour toute entreprise, il nous faut identifier quelle est la chaîne de valeur, n'est-ce pas? C'est-à-dire une chaîne de valeur, qu'est-ce que nous créons comme valeur, quelle est la chaîne de création des valeurs, mais dans notre entreprise, quelle est, comment dire, la chaîne d'approvisionnement pour savoir, quand on part de point A, point B, qu'est-ce que nous sommes en train de créer, qu'est-ce que nous sommes en train d'avancer. Mais ça, ce n'est pas scientifique, c'est l'individu. C'est ce qui fait que j'amène toujours les gens à prendre conscience que c'est le Congolais ou l'Africain doit être mis au centre de sa réussite. Ce n'est pas que le Congolais va venir réussir à avoir quelque chose, mais il va se positionner d'abord au centre et c'est autour de lui que la réussite va se mettre en place pour qu'il devienne un véritable entrepreneur. Voilà un peu globalement ce que j'entends, par tant que vous posez de manière comme ça générale, comment est-ce que le jeune Africain doit pouvoir prendre comme conception de ce qu'est l'entreprise. Sinon, il va utiliser des modèles qui ne sont pas les siens. Il va utiliser des stratégies qui ne lui correspondent pas. Il va perdre beaucoup de temps
et de l'argent. Alors qu'ici, comme nous savons, nous savons que 4 éléments qu'on peut négocier dans la vie. On négocie le temps qu'on a, ou on négocie l'argent qu'on a, n'est-ce pas? On peut négocier aussi la connaissance qu'on a, ou on négocie le nombre d'attention que les autres ont sur nous, ou bien le nombre d'attention, le temps d'attention que nous avons sur les autres, ou sur les choses que nous proposons, ou sur les choses que les autres proposent. Donc, ces 4 éléments à négocier doivent entrer dans son modèle d'entreprise, dans ce business model pour s'assurer, alors, est-ce que j'ai l'argent ou bien j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai le temps ou bien j'ai l'attention au fur et à mesure pour pouvoir négocier? Parce que souvent, on oublie ce qu'on négocie, ce qui fait que dans notre entreprise, nous sommes en train de batailler parce que nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes vraiment en train de chercher réellement. Est-ce que c'est le temps, c'est l'argent, c'est les connaissances ou autre chose? Voilà un peu en gros ce que je peux donner comme orientation, en tout cas comme sujet au niveau de la jeunesse pour l'entreprise. Merci infiniment pour cette parfaite pédagogie qui se veut indispensable pour le développement de cet environnement entrepreneurial africain. Alors, je voudrais savoir, Monsieur Mutanda, pour vous qui avez l'expérience de cet environnement entrepreneurial africain et particulièrement congolais, pas seulement congolais, parce qu'il faut préciser que votre entreprise Systemage est désormais installée en Côte d'Ivoire également. Oui. Pour vous, quels sont les éléments bloquants de l'entrepreneuriat jeune en Afrique? Alors, les éléments bloquants, c'est l'entrepreneur lui-même. Parce que l'entrepreneur lui-même n'est pas conscient de l'environnement, de son environnement. Donc, quand il est lui-même responsable, c'est parce qu'il n'arrive pas à mobiliser son propre leadership. Parce qu'avant même de savoir gérer quoi que ce soit, quand on parle de management, on va gérer quoi par rapport à quoi si on ne sait même pas comment on se positionne et quels sont les territoires dans lesquels on est en train d'évoluer. Donc, quand on a l'autorité naturellement, si on ignore ça, nous ne saurons pas quels sont les territoires dans lesquels nous sommes incontournables. Ça, c'est déjà la première des choses. Et donc, au-delà de ça, quand on n'identifie pas la force qui nous mobilise, on peut parler des valeurs, n'est-ce pas, mais la force naturelle, intrinsèque de l'individu. Quand nous ignorons ça, nous ne savons pas comment nous allons avancer, ça va nous bloquer. Quand nous ne savons pas comment déjà on peut mobiliser notre ressource, notre force intérieure, sur quoi nous allons nous appuyer pour avoir confiance en soi, en nous, ou bien pour susciter la confiance des autres. Et face à ça, quand on n'a pas la confiance des autres, comment est-ce que nous allons collaborer? Et comment nous-mêmes allons nous engager? Sur quelle base nous allons nous engager? Quelle fondation, quel fondement? Ce qui fait que nous serons toujours déstabilisés. Le point bloquant réellement, ce n'est même pas le pays, c'est nous. C'est l'entrepreneur lui-même. Parce qu'il oublie de mobiliser son leadership. Il veut fonctionner, comme on dit ça en lingala, on dit cochon, comme goulou, on dit ça en lingala. Il veut fonctionner pour y aller et de manière arbitraire. Il ne sait pas assembler les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes ressources pour créer son environnement bien stratégique parce qu'il faut planifier. Les gens ne planifient pas. Donc, quand ils ne planifient pas, il oublie qu'ils planifient l'échec. Ça, c'est un des aspects bloquants. Donc, c'est pourquoi je reviens sur le leadership. Parce que le leadership doit pouvoir mobiliser l'authenticité de l'entrepreneur. L'authenticité, c'est là la clé de voûte qui dit, si vous n'êtes pas authentique dans ce que vous faites, vous n'aurez jamais le courage de pouvoir vous battre pour vos valeurs. Vous n'aurez jamais la rage au cœur, comme on dit, parce que le courage, c'est vraiment le cœur enragé d'aller, avec la force d'y aller, parce que vous n'êtes pas authentique. Alors, l'idée, c'est vraiment de dire que le jeune commence d'abord à mobiliser son leadership. En ce moment-là, il va pouvoir sensibiliser et stimuler, comme on dit, susciter son courage à aller vers là où il doit aller, peu importe les obstacles qu'il a, pour pouvoir combattre Goliath en face de lui. Alors, maintenant, dites-nous, peut-être toujours sous la base de votre expérience, quelles sont donc les filières? Quelles sont les filières favorables pour le développement d'un secteur entrepreneurial solide et prospère pour la jeunesse africaine? L'agriculture. Agriculture et surtout avec tout ce qui est économie verte, parce que nous avons un sol très riche, pas en termes de minerais, mais en termes de ressources qui peuvent justement permettre, n'est-ce pas, de pouvoir développer le pays au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est un peu de ça dont la jeunesse a besoin en termes de développement, en tout cas comme filière. Et tout ce qui tourne autour, c'est l'écosystème au niveau de l'agriculture. Ouais. Et donc, peut-être à avoir de façon globale, quelle peut être donc la place de l'entrepreneuriat dans l'atteinte des objectifs de développement
de votre Congo et plus globalement de l'Afrique? Alors, c'est le service. Vous savez que nous, Africains de manière générale, et particulièrement le Congolais, nous n'avons pas la notion de service. Nous avons perdu la notion de service. Je dis ça, je dis le service pourquoi? Parce que même dans la Bible, c'est marqué. La parole de Dieu dit que de la tête que Jésus, tout le monde fonctionne selon ses prédilections, n'est-ce pas? Selon sa capacité, pour que tout l'ensemble, comme un véhicule, comme un corps, fonctionne de manière organique dans le fonctionnement normal, dans le service. C'est-à-dire que nous devons être capables de livrer, de pouvoir livrer un service pour l'autre, pour justement nous assurer que l'autre reçoit ce dont il a besoin pour pouvoir passer à la prochaine étape. Voilà pourquoi il est important de rappeler que le service doit revenir dans la mentalité de l'Africain et du Congolais en particulier, à cause du fait que nous avons perdu le travail. Donc, c'est par le service que nous allons pouvoir développer le travail et remettre la valeur du travail pour le Congolais. Et pas l'aspect emploi, mais l'aspect réellement travail qui permet de produire, de capitaliser ce que nous sommes en train de faire et d'évaluer la valeur de son travail qui est produit. Voilà, autour de cet aspect de mentalité, le service très important pour que le travail soit réalisé et valorisé. Et nous allons revenir maintenant à la bonne, comme on dit, la bonne rémunération du travail que sera fait par le Congolais ou au Congo en général. Et ça permettra déjà d'avoir un bon soubassement pour le développement du pays. Parce que sans le travail dans un pays, ben le pays ne se développera pas. Parce que le développement du pays est créé par le travail. Mais c'est qui crée ce travail si ce n'est la population? Mais pour que cette population travaille, il faut qu'il y ait la notion de service. Quel est le service qu'on rend? Sans forcément attendre. On peut même vendre des choses, on peut vendre des meubles, mais derrière, il y a un service qu'on propose pour qu'on sous-tende justement toute activité au fur et à mesure qu'on évolue. Voilà, alors nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de notre entretien. Monsieur Moutanda, voici donc la question qui est la thématique principale de notre entretien de ce jour dans le cadre de cette émission Bonne Gouvernance. À quel point l'entrepreneuriat peut-il contribuer à lutter contre le chômage des jeunes en Afrique? Alors, quand on parle dans l'aspect de fonctionner selon l'entrepreneur, qui est le leader, qui a identifié sa porte, n'est-ce pas, de fonctionnement et qui sait maintenant quels sont les territoires qu'il peut défendre, en mettant en place un assemblage de services qu'il peut proposer, alors dans cette approche, forcément, les systèmes, les normes, la Constitution va faire que chaque, comme on dit, structure va être valorisée. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une forme de préservation. Pourquoi je dis ça? Vous savez, dans tout pays, toute nation, toute structure, toute famille, nous avons généralement les piliers, n'est-ce pas, hein, de culture, etc., médias ou bien croyances, mais il y a 4 piliers qui doivent exister, peu importe ce qu'on fait. Ces 4 piliers sont l'administration, la justice, l'économie et la sécurité. C'est-à-dire qu'en termes d'entreprise, si nous ne savons pas protéger nos biens, notre intelligence, la création de ces valeurs-là, c'est-à-dire nous ne savons pas sécuriser comment est-ce qu'on peut accumuler tout ce qu'on a eu à faire comme travail et qu'on peut balancer du jour au lendemain tout ce que l'autre a fait avant, ça pose un problème. On ne saura pas travailler l'aspect économique pour capitaliser cela. Donc, on devra recommencer à zéro. Donc, l'économie va tomber. Et l'administration, parce qu'on n'aura pas la bonne personne à la bonne place, cela va tomber. Donc, automatiquement, la justice sociale sera inexistante. Donc, quand les 4 piliers sont absents, ça pose un problème. Mais même si un des 4 piliers tombe, tous les autres vont tomber. Ce qui fait qu'on parle vraiment des aspects synergiques, institutionnels, pour nous assurer qu'on bâtit la nation, on bâtit la famille, on bâtit une communauté, on bâtit des structures, des entreprises, sur la base de ces 4 piliers, à vérifier à chaque fois que l'administration soit au rendez-vous pour que l'économie fonctionne bien et que la justice sociale, c'est-à-dire bien sûr les aspects juridiques, mais les décisions que nous sommes en train de prendre, soient des décisions correctes et intègres dans ce que nous sommes en train de faire pour que justement la sécurité soit aussi présente. Voilà en gros ce que je pourrais vraiment dire de cet aspect de développement de l'Afrique et du pays en général. Voilà. Alors, nous allons donc profiter. Vous savez, on a coutume de dire plus vous en donnez, plus on en demande. Voilà. Donc, nous allons profiter peut-être cette fois, ça sera la dernière, rassurez-vous, de profiter de votre expérience et vous demander de regarder votre caméra et de nous donner vos 5 conseils pour aider un jeune
à lancer son projet entrepreneurial en Afrique? 5 conseils. Vos 5 conseils sont les... Alors, le premier conseil, c'est que je donnerai aux jeunes entreprises, en tout cas entrepreneurs pour créer leurs entreprises, c'est d'abord de comprendre le marché, commencer à savoir comment fonctionne son environnement, quel est le système d'action ou les systèmes d'action, quels sont les enjeux. Ça veut dire qu'à 80%, qu'est-ce que les gens attendent, comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils détestent, qu'est-ce qu'ils rejettent. Après, quand on a identifié le fonctionnement, les règles de fonctionnement dans un environnement donné dans lequel nous voulons être entrepreneurs, nous commençons maintenant par identifier quelle est notre place dans ce système. C'est-à-dire dans les systèmes d'action, où est-ce que nous nous positionnons quand il y a croisé des chemins. Donc, c'est comme un plan. Nous avons intérêt, l'entrepreneur a intérêt à tracer et à créer sa cartographie. Quand on identifie l'environnement, on sait où on se positionne dans la cartographie. Maintenant, on dit savoir maintenant quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Deuxième point. Et donc, troisième point, l'objectif, ce serait quoi? Comment est-ce que nous allons créer quelque chose qui va nous emmener d'un point A à un point B? Est-ce que c'est vraiment une entreprise? Ou alors c'est un service qu'il faut créer? Ou bien c'est le travail avec les gens? Ou bien c'est certaines relations qui vont nous permettre de pouvoir atteindre le point B en partant du point A? Ça, c'est justement le troisième. Et quatrième, c'est de dire, finalement, quand nous avons identifié la cartographie, nous savons maintenant comment est-ce que nous pouvons nous positionner. Et maintenant, savoir quel véhicule nous allons construire. Est-ce que c'est une communauté, c'est un immeuble, c'est une maison, c'est une famille pour nous permettre d'aller, ou c'est une relation? En ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer maintenant à connaître à quel besoin répond dans cet environnement. Quel besoin? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On observe beaucoup, on regarde, ok, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici dans cet environnement? On prend le temps d'observer, mais on dit, voilà, maintenant que je commence à répondre petit à petit, même sans forcément demander un retour financier, mais au moins demander l'attention des autres. Quand j'ai l'attention de l'autre, je commence maintenant à entrer réellement dans ma destinée, qui est de dire, je peux maintenant élaborer un plan pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme pourcentage dans ce marché dans lequel j'ai réussi à attirer l'attention de ma cible. Donc, je vous ai répondu vraiment de manière, comment dire, avec le cœur et ce que l'esprit me disait. Pour ma part, c'est ce que je ferais, c'est ce que j'ai eu à faire, même quand je suis rentré au pays. D'abord, ça m'a pris du temps. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'ai dû faire une étude de marché pendant 2 ans et demi. J'ai dû aller jusqu'à la 3e année pour comprendre dans quel monde j'étais en termes de fonctionnement, parce qu'il y a des critères qui diffèrent. Et puis, je sais maintenant dans quel monde je fonctionne. J'ai pu maintenant m'identifier dans ce système pour savoir quelle est ma place et comment est-ce que je peux y aller. Donc, après, avec les activités, on voit bien que quand on crée d'autres activités, c'est en connaissance de cause. Donc, j'ai pu vivre certains échecs, n'est-ce pas, quand je faisais d'autres choses que j'étais censé faire, et c'était clair. Alors que quand je me suis repositionné dans là où je suis censé être, dans le système, après avoir identifié les relations qui se passent, aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de répondre effectivement aux besoins là où on m'attend pour justement pouvoir mieux négocier le reste en termes de soit argent, soit pouvoir, soit influence, soit décision. Voilà pourquoi ce que je conclurai. Vous avez intérêt à bien gérer l'influence et les décisions avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Merci infiniment, Monsieur Moutanda. Et quand même, nous avons constaté quelque chose au cours de cet entretien. Vous ne formulez pas une phrase entière sans évoquer la religion, Dieu. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous quelle est la place qu'elle occupe dans votre développement personnel à vous? La place que Dieu occupe, pas la religion, parce que c'est vrai que j'espère que je ne suis pas dans la religion. En tout cas, j'essaie de garder une forme de relation. Je cherche en fait à maintenir la relation que j'ai avec mon Dieu qui m'a créé, parce que c'est lui qui connaît un peu mon mode de fonctionnement. C'est lui qui me permet aujourd'hui de marcher, qui m'apporte toutes les ressources que j'ai, même mon intelligence. C'est-à-dire, c'est vital. Donc, je vous ai donné en fait la réponse en disant, sans Dieu, je ne suis rien. Donc, j'ai besoin de lui pour marcher, fonctionner. Vous savez, dans le monde ici dans lequel nous sommes, c'est un monde bizarre, n'est-ce pas? Nous sommes dans le monde, mais même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde-là, nous devons vivre là, dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qui a, ce qui est, ce qui se fait. Mais pour éviter de se faire couper, de se faire écraser, de se faire tuer, il y a bien
un point important de marcher avec son Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, pour nous assurer de continuer à vivre et de rester quelque part une source de bénédiction pour les autres. Sinon, nous nous ferons tuer très très vite. Nous allons nous faire voler notre intelligence, nous allons nous faire écraser par le monde. Alors l'idée ici, c'est qu'il nous faut marcher par l'esprit, parce que le monde marche par la chair, et évidemment avec les intérêts personnels. Or, quand on marche par l'esprit, on est forcément victorieux parce qu'on marche avec Dieu. Donc, je veux m'assurer la victoire, en tout cas, dans ce que je fais sur terre. C'est pour ça que le Seigneur a une place primaire dans tout ce que je fais, et je ne peux rien faire sans lui. Monsieur Paul-Martin Mutanda, merci. Merci à vous, M. Pablo. Nous espérons que nous ne vous avons pas beaucoup bousculé et on espère pouvoir... Si quand même, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses de cœur. Vous m'avez beaucoup chamboulé, mais c'était une grâce parce que c'est comme sur le terrain, hein, on est, comme on dit, comme une compétition, c'est une découverte. Et ça fait toujours du bien après de s'en sortir. J'espère que je m'en suis bien sorti. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions et vos préoccupations. Et j'ai pu servir en tout cas servir la nation au travers de cette émission que vous avez bien voulu réaliser en m'invitant. Merci encore. Avec bravo, merci infiniment et nous vous souhaitons bon vent, bon courage à Systémage en espérant bien sûr que cette vision, cette philosophie parviendra à conquérir l'Afrique tout entière parce qu'elle en a besoin pour un développement solide et prospère. Nous espérons vous revoir très prochainement sur ces mêmes antennes pour une autre aventure qui se veut aussi pédagogique que celle de ce jour. Merci encore une fois de plus à vous, monsieur Paul-Martin. Merci encore pour l'invitation et excellente journée à vous. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour ce numéro de Bonne Gouvernance. Combien pédagogique et indispensable pour le développement de notre Afrique à travers l'engagement entrepreneurial de sa jeunesse. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir renouvelé votre fidélité à ce programme. Prenons donc rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h pour un autre numéro, toujours en compagnie d'un Africain qui se démarque. Ne l'oubliez jamais. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir, Lubumbashi, c'est en RDC.